Oui, ce titre de vidéo est totalement putaclic, non j'ai pas honte de faire ça, et oui je vais encore continuer à le faire dans le futur, pour la simple et bonne raison que malgré le fait que ces titres de vidéo cherchent principalement à attiser votre curiosité, je pense toujours vous apporter ensuite du contenu concret et je l'espère de qualité. Et il se trouve qu'aujourd'hui je n'ai pas choisi ce titre de vidéo par hasard, puisqu'on va étudier ensemble quelque chose de totalement inconscient, présent chez chacun d'entre nous et qui peut réellement nous nuire lorsque nous investissons en bourse. Aujourd'hui, je veux vous parler des principaux biais cognitifs, ces comportements irrationnels, incontrôlables et dont le principal défi pour un investisseur va être simplement d'en prendre conscience et de les intégrer dans notre façon d'investir puisqu'ils sont inévitables. Et vous allez voir que même si vous pensez connaître un peu ces biais cognitifs, il y a de bonnes chances que vous soyez surpris. La preuve pour moi, il a fallu attendre que j'écrive cette vidéo pour réaliser que j'étais victime de l'un d'entre eux. Vous êtes prêts? C'est parti. Hello à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube dédiée à l'investissement et aux finances personnelles. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour rester au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider énormément, laissez juste un énorme pouce en l'air juste au-dessous. Ça contribue vraiment à bien me référencer. C'est gratuit mais ça aide énormément mon travail. Voilà, ceci étant fait, revenons à ce qui nous intéresse vraiment, la finance comportementale. La finance comportementale, ou l'étude du comportement dans un contexte financier, est un domaine de l'économie qui existe depuis de nombreuses années et qui vise à appliquer des principes psychologiques à la finance. Finance qui, par définition, devrait être normalement rationnelle vu que basée sur des chiffres. Alors, le sujet a été largement développé ces 30 dernières années par deux messieurs notamment, Daniel Kahneman et Richard Thaler, qui ont tous deux, à des époques différentes, publié de nombreux articles, travaux et livres sur le sujet. Ils ont d'ailleurs chacun reçu le prix Nobel d'économie, en 2002 pour Kahneman et en 2017 pour Thaler, pour leurs travaux respectifs sur cette fameuse finance comportementale. Alors qu'en est-il dans les faits? La théorie financière de base, exercée dans un monde parfait rempli d'investisseurs parfaitement rationnels, suppose qu'un investisseur qui doit prendre une décision va analyser toutes les informations financières qu'il a à sa disposition, effectuer des calculs de probabilité, évaluer les rendements et les risques par rapport aux placements envisagés, puis les comparer par exemple à d'autres investissements et retenir au final la solution la plus avantageuse pour lui. Cette théorie suppose que l'investisseur va n'utiliser que des informations concrètes et faire des choix rationnels en conséquence. Or, la réalité est bien différente. Car dans la théorie financière de base, on oublie un paramètre extrêmement important. Nous sommes des humains et non des robots, avec tout ce que cela implique. On remarque de manière générale que les investisseurs sont largement influencés par leurs émotions, leur personnalité, leur vécu, leur peur, leur appât du gain ou encore leurs interactions sociales, ce qui les amène parfois à prendre des décisions en partie, voire totalement irrationnel. Le plus incroyable dans tout ça, c'est l'aspect inconscient de ces comportements. Là où un observateur externe y verra une décision potentiellement stupide et insensée, l'investisseur sera peut-être persuadé de faire le bon choix et de n'être aucunement influencé par quoi que ce soit. Le but des études en la matière est justement d'essayer de démontrer et d'expliquer ces comportements irrationnels afin que nous, investisseurs, soyons mieux sensibilisés à l'existence de ces biais. De cette manière, nous saurions comment les reconnaître et ainsi nous serions susceptibles de prendre des décisions d'investissement de manière plus éclairée. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'étudier 5 biais comportementaux qui influencent nos décisions d'investissement. Le premier biais comportemental que nous allons aborder est l'instinct grégaire. Ce comportement se caractérise par un besoin inconscient et instinctif qui pousse des individus uniques à adopter le même comportement que la masse dans un souci d'appartenance au groupe. En clair, c'est l'effet mouton. Largement présent et facilement visible chez les animaux, on peut évoquer par exemple la fuite de gibier en troupeau dans la même direction lorsqu'un prédateur apparaît, même si l'itinéraire de fuite n'est pas optimal, eh bien il se trouve que ce comportement est également très répandu chez l'homme. Vous ne voyez pas? Alors laissez-moi vous expliquer une situation où il est courant de se laisser avoir. Je vais vous expliquer ça avec réalisme puisque ça m'est réellement arrivé l'année passée et j'ai été totalement influencé par cet instinct sans même m'en rendre compte. J'étais pour la deuxième fois de ma vie en séjour à Paris et n'étant pas habitué à cette ville, je me suis retrouvé dans une rue avec de nombreux restaurants sans en connaître aucun. En comparant les enseignes, les menus et les prix pour décider de l'endroit où j'allais manger, je me suis aperçu que tout était à peu près similaire, à une différence près. Certains restaurants étaient assez bien remplis et d'autres étaient complètement vides, sans raison apparente. Et bien là où un choix rationnel aurait été de choisir les restaurants vides, où j'aurais potentiellement été servi plus vite,
mieux et dans un environnement plus calme, mon choix s'est porté vers les enseignes bondées sans réellement savoir vraiment pourquoi. Un sentiment d'avoir fait le bon choix car d'autres avaient fait le même avant moi. Et bien c'est exactement ça l'instinct grégaire. Sur les marchés financiers, puisque c'est ça qui nous intéresse finalement, l'instinct grégaire est aussi fortement répandu. Voici un exemple. Vous ne me contredirez pas, il existe sur le marché financier des milliers de titres qu'il est potentiellement possible d'acheter. L'offre étant trop vaste pour tout étudier dans le détail, il est alors très fréquent que nous prenions la décision d'investir dans un titre parce que tout le monde l'achète, sans forcément trop savoir pourquoi lui plutôt qu'un autre qui présente peut-être des caractéristiques plus ou moins semblables. C'est le cas de l'entreprise Total par exemple, qui à l'heure où je tourne cette vidéo souffre énormément de la crise du Covid-19 et n'a pas réellement de bons résultats, mais qui continue tout de même à avoir la cote. Ou encore les crypto-monnaies lors du bull run de 2020-2021, où monsieur et madame tout le monde a commencé à acheter du Bitcoin, non pas car c'était une bonne technologie ou un bon actif, mais parce que tout le monde faisait ça. Le deuxième biais cognitif que j'aimerais aborder dans cette vidéo est l'un des plus connus quand on parle de finances comportementales. Il s'agit de l'aversion à la perte. Toute l'explication de ce biais tourne autour d'une définition très simple. L'être humain perçoit les pertes avec une intensité radicalement plus forte que les gains. En clair, le fait de perdre 100 € fait énormément plus mal que la joie de gagner 100 € ne fait du bien. Quand on parle de ce biais-ci, on représente souvent son fonctionnement sous forme de graphique, avec en abscisse les gains ou les pertes, et en ordonnée l'échelle de la douleur ou du plaisir. Et les nombreuses études comportementales sur le sujet ont justement démontré que la courbe de cette représentation est asymétrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un choix ou un concept sorti du chapeau d'un économiste, c'est un fait. Pour un humain normalement constitué, les pertes font plus mal que les gains ne font du bien. Je vous propose donc un exemple pour tenter de vous faire réaliser l'existence de ce biais. Prenez cette situation. Imaginez que je vous propose de jouer à pile ou face. Vous ne pouvez jouer qu'une fois et après le jeu s'arrête définitivement. Si la pièce tombe sur pile, vous perdez 100 €. Si la pièce tombe sur face, à l'inverse, vous gagnez de l'argent. Vous gagnez une somme fixée à l'avant. Alors la question est, pour combien de gains potentiels seriez-vous prêt à jouer et ainsi à risquer de perdre 100 €? Prenez juste quelques secondes pour réfléchir. Mettez la vidéo sur pause si nécessaire. Je vous laisse quelques secondes. Alors la plupart des gens ne prendront pas le risque de jouer s'ils ne peuvent pas au moins gagner 200 ou 300 €. Cela démontre bien que la possible perte de 100 € est perçue avec une intensité plus forte et qu'il faut un gain potentiellement sensiblement plus élevé pour compenser et accepter ce risque de perte. Alors que statistiquement, il n'y aurait aucune raison de ne pas accepter ce challenge à partir de seulement 100 € de gain, vu que la chance de gain est de 50%. En bourse, ce biais peut être très dangereux, car il peut pousser les investisseurs ayant subi quelques pertes à essayer de se refaire comme au casino, et ainsi à prendre parfois des risques inconsidérés. A l'inverse, les performances positives en bourse sont perçues par les investisseurs comme quelque chose de banal, de normal. Cela a plusieurs conséquences, comme le fait de rechigner à vouloir investir sur des placements qui présentent un certain risque, quand bien même il offre un bon potentiel de retour sur investissement. C'est principalement ce biais que subissent de plein fouet les personnes qui n'investissent pas quand ils évoquent la fameuse idée reçue « La bourse? Non, pas pour moi, c'est trop risqué ». Au passage, si vous voulez découvrir les autres idées reçues les plus populaires sur la bourse, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée sur le sujet. Je vous la mets en haut de l'écran et dans la description. Pour en revenir à l'aversion à la perte, c'est aussi ce biais-là qui pousse les investisseurs à sécuriser leurs gains dès qu'ils sont en positif, pour éviter de les perdre à nouveau, mais à laisser courir leurs pertes parce que pas vendu, pas perdu. Alors que si on se pose 30 secondes, on s'aperçoit assez facilement qu'il faudrait faire exactement l'inverse. Soit couper ses pertes rapidement pour éviter qu'elles ne s'aggravent et laisser courir ses plus-values latentes, ou encore même augmenter son risque lorsqu'on est en positif et ainsi qu'on bénéficie d'une marge de sécurité. Le prochain biais dont j'aimerais vous parler est probablement un des biais les plus dévastateurs quand on parle d'investissement. Il s'agit du biais de confirmation. Il consiste à avoir involontairement une perception sélective des informations lorsqu'on analyse un dilemme. Concrètement, lors d'un investissement en bourse, puisque c'est ce qui nous occupe principalement sur cette chaîne, il va interagir lors de l'analyse d'un actif dans une optique d'achat par exemple. Premièrement, il faut savoir que toute analyse commence par un positionnement de notre conscience dans un sens ou dans l'autre. Un point de départ fondé sur pas grand chose qui définit nos recherches. Soit on part avec un optimiste concernant l'actif, soit on est pessimiste et réticent. Ces préjugés, qu'ils soient bons ou mauvais, peuvent provenir de plein de choses, comme des commentaires lus sur des forums, des articles de journaux, une expérience personnelle avec l'entreprise. Qu'on ait des raisons valables d'être positionné dans un sens ou dans l'autre, cela n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est juste de comprendre qu'on ne commence jamais une analyse en étant totalement neutre, même si on a l'impression de l'être. De là, il va apparaître ce fameux biais de confirmation. Ce biais consiste en une tendance à occulter involontairement les informations qui sont en contradiction avec notre idée de base, ou nos croyances, et de ne s'attacher qu'à ce qui nous conforte dans notre approche. Ce biais est notamment dû au
fait que notre cerveau déteste avoir tort et cherche par tous les moyens à se conforter dans le parti pris qu'il a fait. En subissant ce biais de confirmation, on peut aussi souvent être confronté à un autre effet psychologique qui est l'effet de désirabilité, soit le fait de penser sincèrement qu'une situation a de grandes chances de se produire seulement parce qu'on aimerait qu'elle se produise. C'est ce biais-là que subissent tous les crypto fanboys qui disent que ça va casser vers le haut, ça va continuer à monter ou ça peut pas redescendre. En investissant, ces deux effets peuvent amener les investisseurs à ignorer des indicateurs importants qui contrediraient leurs opinions et à fausser totalement leur jugement, ce qui peut être très dangereux. Pour s'en protéger, il convient d'être conscient de l'existence de ce biais et de se forcer à chaque nouvelle information assimilée ou chaque nouvelle situation à se demander si on interprète l'information pour ce qu'elle est vraiment ou pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Pour aborder le quatrième biais psychologique de cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, de manière générale, dans votre vie, vous vous considérez comme meilleur que la moyenne ? Eh bien c'est une question du même type qu'a posé cet homme, James Montier, un expert en finance comportementale, à 300 gestionnaires de fonds en 2006 dans le cadre d'une étude. Il est ressorti du sondage que 74% des gestionnaires se considéraient comme meilleurs que la moyenne. Et chose encore plus aberrante, parmi les 26% restants, presque tous se considéraient simplement dans la moyenne, et quasiment personne ne s'est jugé moins bon que les autres. Ce qui est génial, c'est que cela démontre une impossibilité statistique, étant donné que, par définition, une moyenne se situe à 50%. Cette anomalie, c'est le biais d'excès de confiance. En termes de placement financier, l'excès de confiance consiste à penser qu'on est plus fort que les autres, par exemple en se convainquant qu'on a mieux étudié le sujet ou qu'on a plus de connaissances en la matière. Et cela peut nuire à nos performances puisqu'il peut en découler d'autres effets néfastes, comme l'illusion de contrôle par exemple, soit l'illusion de se sentir meilleur que la majorité des investisseurs et ainsi d'avoir la possibilité de timer parfaitement le marché par exemple. Cette illusion de contrôle nous donne l'impression de maîtriser des éléments qui sont cependant indépendants de notre volonté. Ce qui est encore plus dangereux, c'est que ce biais peut encore être renforcé si, par un heureux hasard, les planètes s'alignent et confirment de temps en temps nos premières impressions, donnant la sensation qu'on avait prédit ce qui allait se passer. Le plus important pour se prémunir de ces effets, c'est de ne pas chercher à avoir toujours raison, de ne pas chercher à battre le marché. Ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, c'est juste à s'exposer à des situations où les probabilités jouent en notre faveur, et d'avoir raison un peu plus souvent que le nombre de fois où nous avons tort afin d'extraire une performance. Le cinquième et dernier biais cognitif que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo est le biais d'ancrage. Ce biais consiste à se fier à un point de comparaison familier, une référence pour estimer la valeur d'une chose inconnue, quand bien même notre point de comparaison n'a parfois même rien à voir avec ce que nous tentons d'estimer ou est totalement arbitraire. Le biais d'ancrage désigne la difficulté que nous avons de nous départir de certaines informations en notre possession pour estimer la valeur d'une chose de manière totalement objective. Je vous donne un exemple concret. À votre avis, combien y a-t-il d'habitants dans la capitale de mon beau pays, la Suisse? Juste au passage, la capitale c'est Berne, pas Zurich ou Genève. Il est fort probable que si vous habitiez à Paris, avec son agglomération de plus de 2,1 millions d'habitants, vous me donneriez une estimation assez élevée, quand bien même il n'y a aucun rapport entre les deux pays. Et que si vous viviez dans les régions rurales, vous prendriez comme référence ce que vous connaissez pour donner une estimation moindre. Alors que concrètement, de manière tout à fait rationnelle, nous ne devrions pas observer de grandes différences entre les réponses, si on fait une moyenne. Bon, pour que vous sachiez, Berne c'est 130 000 habitants, plus petit que Amiens et Limoges donc, et probablement loin de vos estimations. Pour en revenir à la finance, puisque là on s'égare un peu, ce biais d'ancrage peut se présenter dans plusieurs situations. La plus courante est lorsqu'on observe le cours d'une action suite à un achat. Prenons une entreprise X que vous acquérez lorsque son cours est à 100 $. Imaginons qu'au moment de l'acheter, vous ayez fait la meilleure analyse fondamentale possible et estimé de manière totalement rationnelle que lors de votre achat, le cours de 100 $ était justifié et reflétait parfaitement la valeur de l'entreprise. Maintenant, vous laissez l'action de côté et en jetant un coup d'œil à votre portefeuille 6 mois plus tard, vous constatez que le cours de l'action a, pendant votre absence, fait un creux à 40 $, puis est remonté pour se stabiliser aujourd'hui à 60 $. De votre point de vue, vous aurez l'impression que l'entreprise est sous-évaluée, puisque votre ancre, votre point de référence psychologique, c'est votre prix d'achat, soit 100 $. A l'inverse, un investisseur qui sera rentré sur l'actif à 40 $ aura une toute autre vision de sa valorisation du cours à 60 $, vous ne pensez pas? Ce biais est
très dangereux, car il peut pousser les investisseurs à utiliser des références totalement erronées, obsolètes ou qui ne devraient tout simplement pas être utilisées comme point de comparaison car hors sujet. Pour se protéger de ce biais d'ancrage, il convient déjà d'en être conscient, mais surtout d'essayer de remettre du rationnel dans vos impressions, en se demandant périodiquement si nos impressions sont toujours fondées sur des données concrètes ou si elles le sont sur des données antérieures. Voilà, on arrive déjà gentiment au terme de cette vidéo. Pour conclure, n'oubliez pas que ces biais comportementaux font partie intégrante de nous et qu'il n'est tout simplement pas possible de les laisser de côté. Simplement, il convient de les garder à l'esprit, d'en être conscient et de ne pas oublier qu'ils ont tendance à influencer nos décisions. Je tiens encore à vous faire part de la meilleure parade pour contrecarrer la majorité des effets de ces biais cognitifs. Pour s'en protéger, il convient de se créer une stratégie d'investissement claire, basée sur des objectifs concrets et des critères précis et de se tenir à cette stratégie. En effet, vous remarquez maintenant que la majorité de ces biais font intervenir des éléments subjectifs. Alors si vous vous en tenez à des faits clairs, établis et prévus, vous réduisez considérablement l'effet de ces biais sur vous. En parlant de stratégie claire, sachez que j'ai créé une formation spécialement dédiée à l'investissement en bourse avec une stratégie à dividendes long terme. Je développe d'ailleurs beaucoup plus le concept de finance comportementale, notamment en abordant encore d'autres biais cognitifs, comme le biais de rétrospective, la segmentation mentale ou le biais de disponibilité. Bref, je ne vous en dis pas plus, le lien de la formation est dans la description pour ceux que ça intéresse. N'oubliez pas encore de me laisser un énorme pouce en l'air juste au-dessous de la vidéo si elle vous a plu, un petit commentaire pour me dire tout et n'importe quoi, et sur ce, moi je vous dis à tout de suite dans l'une des prochaines vidéos qui s'affichent en ce moment sur votre écran. Ciao ciao.